Kavi TV, la télé du développement. Direct, événement. Débat, décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction. Avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Kavi TV. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, le seul et unique média de développement en République de Guinée. Nous sommes lundi, vous le savez déjà. Merci de nous pratiquer sur l'ensemble synchronisé de nos médias. Vous nous écoutez sur la 89.5. Merci de votre fidélité. À la télé, vous nous suivez sur les différents bouquets, Canal+, et Stars Times. C'est sur Kavi TV. Merci également si vous êtes de ce côté sur nos réseaux sociaux. Réseaux sociaux Kavi TV, Kavi Média et sur notre application mobile disponible sur Play Store et App Store, Kavi Média. Sur notre site d'information siaminfo.com, nous vous aidons à comprendre l'actualité majeure. Au menu de ce matin, c'est terminé pour la Commission nationale indépendante CENI. Elle cède désormais la place à la Direction générale des élections DGE. Le décret a été pris ce 14 juin 2025 par le chef de l'État. Une nouvelle étape très importante dans le processus électoral guinéen, placé sous le magistère du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. La DGE est chargée de piloter et de centraliser l'ensemble de l'organisation et de la gestion des processus électoraux sur l'ensemble du territoire national. Dans un instant, nous reviendrons sur les attributions précises de cette nouvelle structure et sur ce qui la distingue fondamentalement de l'ancienne CENI. Depuis plusieurs jours, j'y arrive maintenant, le pays fait face à une crise de liquidité très inquiétante. Dans les banques primaires, le retrait est plafonné à 10, 20 et 30 millions et les montants à décaisser. Et une réalité qui soulève de nombreuses questions, notamment sur le fonctionnement du système bancaire guinéen. Mais comment en est-on arrivé là? Les explications d'un spécialiste à suivre dans cette émission, Le Scanner. Nous irons également en Côte d'Ivoire où le PDCI RDA hausse le ton. Le parti dirigé par Tidiane Thiam exige la réintégration de son leader sur la liste électorale définitive publiée il y a quelques jours. La semaine dernière, plusieurs milliers de militants ont organisé une marche pacifique dans les rues de Cocody à Abidjan pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme une exclusion injustifiée et réclamer également des réformes du système électoral. Nous reviendrons sur les enjeux de cette mobilisation dans un instant. Dans la dernière partie, conflit Israël-Iran, les frappes s'intensifient des deux côtés et le bilan humain ne cesse de s'alourdir. Les inquiétudes grandissent tandis que des solutions de sortie de crise sont envisagées, notamment par les États-Unis, alliés de l'Israël, qui privilégient pour l'instant la voie de la médiation. Donald Trump se dit même favorable à une médiation de Vladimir Poutine, une situation très tendue avec des implications géopolitiques très importantes. Mais comment en est-on arrivé à ce stade? Nous aurons, si tout va bien, notre invité Carlos Keteou qui nous apportera plus de précision. Voilà entre autres sujets à débattre pour ce lundi. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le Média du Développement.
Et c'est parti pour plus d'une heure de débat, vous le savez déjà. Avec moi ce matin, Yaya Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. On parle de ce premier sujet, c'est officiel. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, cède désormais la place à la direction générale des élections DGE. Mais quelles sont les missions et attributions de la direction générale des élections DGE? Nous allons revenir sur ce décret pris la semaine dernière, ici même à Conakry. Nous l'avons suivi à travers les ondes de la télévision nationale, placée sous l'autorité du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Cette nouvelle entité est désormais chargée, je le rappelais tantôt, de piloter, de centraliser l'ensemble de l'organisation et de la gestion des processus électoraux sur l'ensemble du territoire national. La DGE sera dirigée par un directeur général nommé par décret et secondé par un directeur général adjoint, également nommé selon les mêmes modalités. Les dispositions générales, on parle de l'article 1 qui est créé, qui rappelle que cette institution ou cette direction est créée au sein du ministère en charge de l'administration du territoire et une direction générale des élections en abrégé DGE. La direction générale des élections est dotée d'une autonomie financière, il faut le rappeler. Mission et attributions placées sous l'autorité du ministère en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation. Elle a un statut équivalent à celui d'une direction de l'administration centrale. Elle a pour mission la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d'organisation et de gestion des élections et d'en assurer le suivi. À ce titre, il est particulièrement chargé d'élaborer les projets de tests législatifs et réglementaires en matière de gestion des élections, veiller au respect des tests législatifs et réglementaires en matière de gestion des élections, élaborer les politiques de réforme et de gestion relatives aux élections et d'en assurer le suivi, organiser les élections politiques et les référendums en République de Guinée, appliquer et faire appliquer les dispositions du code électoral et de la loi fixant les modalités d'organisation du référendum constitutionnel, établir et réviser le fichier électoral biométrique sur la base du registre national de l'état civil et du registre national des personnes physiques de façon continue, élaborer et mettre en œuvre la stratégie de communication, d'information et de sensibilisation relative aux élections et au référendum, concevoir et produire tous les documents électoraux, participer à la création et à l'opérationnalisation d'une force spéciale de sécurisation des élections, collecter, traiter et diffuser l'information relative aux élections, au référendum et aux statistiques électorales, procéder à la digitalisation des opérations électorales, promouvoir l'équilibre entre les hommes et les femmes dans la gestion et la conduite du processus électoral, promouvoir l'équilibre entre les hommes et les femmes et dans la conduite et à l'opérationnalisation de la bibliothèque physique et virtuelle des élections, acquérir et gérer le matériel, l'équipement, les documents électoraux, organiser ou participer aux rencontres nationales et internationales traitant des questions électorales, représenter la Guinée, la République de Guinée dans les institutions sous-régionales et internationales en lien avec les élections. La direction générale des élections est dirigée par un directeur général nommé, je l'ai rappelé, par décret du président de la République sous proposition ou sur proposition du ministère en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation. Le directeur général dirige, anime, coordonne, impulse et contrôle l'ensemble des activités. Article 5, le directeur est assisté d'un directeur général adjoint qui est aussi nommé par les mêmes modalités. Organisation. Pour accomplir sa mission, la direction générale des élections comprend des services d'appui, des départements techniques, des services déconcentrés. Des services d'appui, on l'a déjà cité, les services déconcentrés, le service des affaires financières, qui est chargé de proposer un manuel de procédure de gestion administrative, financière et matérielle, évaluer les besoins et autres. Article 10, le service de communication qui sera aussi créé au sein de cette direction, le service documentation archive qui est aussi de ce côté, qui sera créé de ce côté, qui est chargé d'inventorier, classer, conserver et gérer toutes les documentations administratives et techniques de la direction générale.
On parle également de l'article 12 qui stipule ou qui rappelle les départements techniques qui sont le département opération, le département information, le département observation et accréditation ainsi que les départements logistique et sécurité. Beaucoup d'articles, il faut le rappeler, quant au fonctionnement de cette nouvelle direction Yaya Diallo. Une autre question au-delà des missions et des attributions, il y avait la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Aujourd'hui, quelle différence? Après avoir lu et analysé toutes ces attributions, est-ce qu'il y a une différence entre la DGE et la CENI? Absolument. La Commission électorale nationale indépendante, comme son nom l'indique, vous remarquerez qu'Abdallah, nous avons à présent affaire avec une direction générale des élections placées sous la tutelle du ministère de l'administration du territoire de la décentralisation. Les CENI, comme on l'a connu ici dans notre pays ici, sont une composition mosaïque qui incluait dedans le pouvoir en place, disons, le gouvernement ou le parti au pouvoir pour ainsi dire, mais aussi la classe politique. Donc c'était, disons, une composition inclusive qui impliquer la société civile, les partis politiques, mais aussi le pouvoir en place, l'administration. Donc nous avons pour un premier temps, en tout cas en ce qui concerne les toutes premières CENI que nous avons connues, puisqu'on en a connu plusieurs fois, on avait plus ou près de 17 commissaires qui étaient composés, donc choisis par exemple au niveau des partis politiques au prorata du poids politique de partis politiques en fonction de leur représentativité pour ainsi dire. Nous avons au niveau de la mouvance aussi qui avait ses représentants au niveau de la SONI, mais aussi la société civile qu'il faut le rappeler dans les textes, accorder disons la primauté ou la priorité à la société civile de présider la CENI. Si vous remarquerez que de toutes les CENI que nous avons connues ici, la présidence a été assurée par un acteur de la société civile pour pouvoir justement assurer l'indépendance mais aussi la neutralité de cette institution-là. Alors, au niveau de la CENI, contrairement à ce que vous venez de rappeler ici en ce qui concerne la composition mais aussi les missions ou attributions de la DGE, au niveau de la CENI par exemple, nous avions des départements qui étaient justement partagés entre les commissaires de la CENI en fonction de leurs compétences bien entendu. Nous avions un département chargé de la formation mais aussi de la planification. Nous avions un département chargé disons des opérations. Nous avions un département chargé du fichier, uniquement du fichier électoral. Nous avions un département chargé de la communication. Nous avions aussi un département chargé de tout ce qui est questions juridiques au niveau du MATD. Nous avions aussi un département chargé de suivi et évaluation disons, du processus électoral. Donc il y avait autant de départements qui composaient la CENI en fonction de la représentativité des uns et des autres. Tout cela, c'était pour justement s'assurer de la neutralité de cette CENI-là. Il est tenté qu'avec la DG que nous avons ici, on nous parle des services d'appui désormais qui sont attribués à la DGE. Nous avons des départements techniques désormais qui sont disons, attribués à cette direction générale des élections. Au niveau des départements techniques, entendons-nous bien, il y a effectivement certains départements qui reviennent, c'est-à-dire des départements qui étaient déjà dévolus à l'ancien CENI. Nous avons ensuite aussi des services déconcentrés. Et au niveau de la CENI aussi, nous avions des directions préfectorales de la CENI, des directions régionales de la CENI aussi, qui justement relevaient de la Commission électorale nationale indépendante, donc de l'institution centrale. Donc désormais, au niveau des services d'appui, nous avons le service des affaires financières, nous avons le service communication et relations publiques qui n'est plus un département en ce qui concerne la direction générale des élections. Nous avons ensuite les services... Un département qui devient un service. Un service, justement. Bien. Les services d'appui sont des niveaux hiérarchiques équivalents effectivement à une section de l'administration centrale. Nous avons le service des affaires financières, comme on l'a dit ici, qui consiste à proposer un manuel de procédure de gestion administrative financière, mais aussi matérielle, éventuellement évaluer les besoins en ressources financières et matérielles, élaborer et soumettre le budget, assurer l'approvisionnement en matériel et équipement. Jusque-là, au niveau de la CENI,
Je crois que cette compétence était exclusivement dévolue au président de la CENI, c'était l'ordonnateur principal. C'est vrai qu'il y avait un DAF à l'interne, mais il n'y avait pas effectivement tous ces services-là à détailler au niveau de l'institution. Alors, au niveau du service communication et relations publiques, elle est chargée d'élaborer les stratégies et plans de communication, produire des articles, guides et ouvrages, assurer les relations avec la presse, organiser des conférences de presse, assurer la veille médiatique, gérer les canaux de communication. Alors, toujours désormais, avec le service documentation, archives et chargé d'innover, il faut le dire, inventorier pour ainsi dire, classer et gérer des documentations administratives et techniques, participer à la publication des documents techniques, gérer le fonds documentaire, créer et gérer la bibliothèque physique et virtuelle, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Donc c'est pour autant dire qu'il y a une nette différence au niveau du fond même de la composition de cette nouvelle direction générale des élections, comparativement avec l'ancien CENI. Désormais, le directeur général qui va éventuellement diriger cette direction est nommé par décret présidentiel sous proposition du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, accompagné d'un directeur général adjoint aussi, vous l'avez rappelé, nommé dans les mêmes conditions que le directeur général général de l'institution. Donc tous les autres départements ou services qui viendront après, avec ceux qui auront la chance ou la charge de les diriger, seront aussi nommés sous proposition du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Donc ça veut dire tout simplement que aujourd'hui la direction générale des élections a un statut, disons, d'une direction centrale de l'administration. Relevant directement du MATD. Du MATD, c'est un peu comme la direction générale des affaires politiques et électorales. Donc c'est un peu comme la direction générale de la décentralisation. Donc c'est pour autant dire que désormais on n'a plus une CENI où nous avions là-dedans tous les acteurs qui, disons, soulevaient un peu son caractère inclusif. Donc désormais, c'est exclusivement le ministère de l'Administration du Territoire, donc l'administration centrale, qui doit pouvoir organiser les élections en République de Guinée. Oui, en attendant que cette direction ne soit meublée, les élections, en tout cas le référendum constitutionnel est programmé pour le 21 septembre 2025. Dans quelques mois, il faut le rappeler, le processus, en tout cas électoral, qui continue en République de Guinée, parce que le président même a promulgué une loi, la loi portant organisation de ce référendum. Justement, une loi ordinaire a été justement lue ou promulguée, vous l'avez rappelé, au niveau de l'exécutif. Désormais, c'est connu comment disons, le scrutin référendaire doit être organisé. Je crois que cela aussi doit être organisé désormais avec la DG qui a la compétence d'organiser les élections référendaires, mais aussi les élections politiques dans notre pays. Donc ça veut dire tout simplement que, puisque c'est en cela que nous disons, l'élection, c'est après, c'est avant, c'est pendant, c'est après. Donc ça veut dire tout simplement qu'on a tenu compte de tout cela. Et il appartient aussi à la direction générale aussi d'élaborer les textes réglementaires en ce qui concerne l'organisation des élections dans notre pays ici. Donc ça veut dire tout simplement que c'est une direction qui regorge en son sein un éventail de compétences ou d'attributions qui pourra justement la permettre de pouvoir élaborer tout ce qui va dans le cadre du processus électoral dans notre pays. Oui, dans notre pays. Restons en Guinée et parlons de cet autre sujet. Cette fois, c'est une inquiétude. Il faut le rappeler, depuis plusieurs jours, la Guinée est confrontée à une crise de liquidité sans précédent. Dans les banques primaires, les retraits sont désormais plafonnés à 10, 20 ou 30 millions de francs guinéens selon les établissements. Une situation qui suscite, je l'ai tantôt dit, de nombreuses interrogations sur l'état réel même du système bancaire national. Comment expliquer cette rareté de la monnaie? D'où vient cette tension? Les éclairages de l'économiste Kerno Abdoulaye Bari. On suit cet extrait et derrière on se retrouve pour les analyses et les commentaires.
J'ai entendu parler partout de crise de liquidité, mais moi je pense qu'il s'agit en fait de disponibilité. C'est-à-dire, il y a cette crise de liquidité lorsque des personnes qui ont des comptes ouverts en banque ont du mal à accéder à leur argent. Alors qu'il est dit que la monnaie se présente sous plusieurs formes, notamment la monnaie scripturale, c'est-à-dire un simple fait de signer sur un chèque transforme ce chèque-là en monnaie. Donc si c'est la monnaie, par définition, la monnaie est un instrument de paiement et de règlement. C'est que je peux acquitter ma dette avec la monnaie, on peut me payer aussi mon argent avec la monnaie. Mais imaginez maintenant, moi, qu'on me paye mon argent avec un chèque. Je pars à la banque pour récupérer le montant qui m'est dû et que la banque me dise qu'il n'y a pas d'argent pour me payer. Que devient ce chèque? L'instrument monnaie qui caractérise le chèque, qu'est-ce que ça devient? Donc, il y a un problème juridique même qui est imposé ici. Imaginez que ce chèque-là soit utilisé pour acquitter une dette. Je remets ça à la personne à qui je dois de l'argent, qui va à la banque pour récupérer son argent et qu'on lui dise il n'y a pas d'argent. Il y a un conflit qui est né entre lui et moi. Il y a un manque de crédibilité qui va s'instaurer entre lui et moi. Et moi aussi, par rapport à la banque, qu'est-ce que ça devient? Ça devient un problème. Mais en réalité, il faut lier ce fait que la disparition des disponibilités, d'accord, au niveau des marchés, l'incapacité pour des personnes qui ont des comptes dans les banques à accéder à leur argent crée beaucoup de frustration, crée beaucoup de tensions, crée des situations de telle sorte qu'il y a un manque de confiance en la monnaie elle-même. Et donc, il y a urgence de faire quelque chose pour remédier à la situation. Le manque de liquidité peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Je prends dans un premier temps le facteur structurel. Lorsque dans un État, par exemple, d'accord, il y a des éléments qui se posent, notamment la difficulté pour la Banque centrale de renouveler le stock d'argent en circulation. Ça va créer un manque. Vous remarquerez que sur le marché, il y a des monnaies qui ne répondent plus, qui ne peuvent plus passer entre agents économiques. Soit c'est déchiré, ça ne répond plus à tous les termes, donc les banques ne peuvent pas les remettre à leurs clients. Il revient à la Banque centrale de transformer ces stocks d'argent inutilisables en stocks d'argent utilisables. Donc, c'est un facteur qui peut jouer. En seconde position, le fait que la fiscalité peut aussi intervenir. Les gens ont du mal à accepter de présenter des relevés bancaires qui présentent des soldes très élevés, de peur de se faire piquer par la fiscalité. Donc, par rapport à ce doute, ils préfèrent avoir leurs soldes à un niveau minimum au niveau des banques. Ça peut créer un manque de disponibilité au niveau de la banque elle-même pour faire face à ces engagements. En troisième position, il faut aussi voir le fait que, vous savez, il y a une relation entre le déposant d'argent à la banque elle-même et la banque mère qui est la banque centrale, ce qu'on appelle les réserves obligatoires. Moi, j'envoie mon argent à la banque, ma banque prend pratiquement les 2 tiers qu'elle envoie à la banque centrale, n'est-ce pas? Donc, il n'y a que le tiers de cet argent qui est au niveau de la banque que moi je connais. Alors, imaginez que j'aille prendre un montant qui va au-delà du montant que j'ai prévu et que cela se passe au niveau de tous les acteurs économiques. La banque aura du mal à faire face à ses engagements vis-à-vis de sa clientèle. Mais ce mal ne devrait pas exister, d'autant plus qu'il revenait à la Banque centrale dès l'instant où la banque primaire a un besoin d'argent pour faire face, d'accord, à des demandes, à la banque de refinancer ces banques-là. Mais quand il y a des verrous à ce niveau, la banque va se trouver dans une difficulté, d'accord, de répondre aux besoins de sa clientèle. Donc, vraiment, la Banque centrale a un mot à dire par rapport à cela. Et mieux que ça, regardez, on voit les chantiers partout. La refondation, c'est les chantiers. Ça, c'est ce qu'il faut quand même apprécier. Partout, c'est des grands chantiers. Aujourd'hui, on ne parle que de liquidité, hein, mais il y a des gens qui ont des problèmes de construire des maisons aujourd'hui parce qu'il y a un problème de ciment. D'autant plus que les sacs de ciment qu'on a sur le marché sont en train d'être en concurrence entre l'investisseur local qui construit une maison et les grands travaux d'infrastructure qui ont lieu sur le terrain. Lorsque l'investissement est financé de l'extérieur, il n'y a pas un problème de liquidité qui peut se poser. Mais quand c'est financé sur fonds propres au niveau du pays, le BND par exemple, comme c'est le cas aujourd'hui, donc l'État guinéen va prendre son argent pour financer ces investissements. Et ça va créer un trou si ce n'est pas vraiment josé. Donc, grosso modo, la Banque centrale, avec les réserves obligatoires, si on va fouiller un peu plus loin, certainement elle va les utiliser, parce que la Banque centrale, n'oublions pas que c'est la caisse de l'État, hein, d'accord, le trésor public étant le comptable public. Donc, la Banque centrale peut utiliser ces fonds en réserve obligatoire pour financer certains besoins d'infrastructure de l'État.
Donc ça va créer aussi une tension au niveau des banques primaires qui auront du mal à accéder à leur argent. Ça, c'est une deuxième situation. Une autre situation aussi qu'on pourrait expliquer, c'est que la monnaie, c'est un instrument qui se crée. C'est un instrument qu'on émet. D'accord? Et donc, l'émission de la monnaie est permise. C'est que la Banque centrale a le droit d'émettre de la monnaie. Face à certains besoins, elle doit émettre la monnaie. On ne parlera pas de planche à billets. C'est pour couvrir un manque à gagner, pour équilibrer le système. Mais il se trouve que chez nous ici, le système est biaisé. Ce n'est pas le manque d'argent, en fait. C'est qu'il n'y a pas d'argent à la banque. Il faut bien préciser les choses. Il faut encourager les personnes qui ont de l'argent à aller bancariser. Mais voilà le problème. Il y a un manque de... C'est pas moi... C'est pas de crédibilité, mais il y a... Les personnes qui ont de l'argent ont du mal à aller mettre cet argent à la banque en sachant qu'en cas de problème judiciaire, ils peuvent avoir leur compte bloqué. Donc, grosso modo, ils n'auront pas accès à leur argent. Donc, grosso modo, je mets un peu d'argent à la banque, je mets le tout chez moi, à la maison. En cas de problème, il n'y a aucun risque. Qui viendra saisir l'argent qui est là? Le temps de venir, moi, j'ai déjà transféré mon argent ailleurs. D'accord? Il y a aussi l'aspect inflation. Vous vous rappelez, on en a parlé ici la dernière fois, lorsqu'on a fait les émissions des billets de 20 000 francs, des nouveaux billets, on a gardé un caractère inflationniste. L'inflation peut avoir une tension à la disparition des liquidités au niveau des banques. C'est-à-dire le fait que les prix des denrées aient monté à la hausse, ceux qui ont de l'argent à la banque vont retirer cet argent pour faire face à leurs besoins. S'ils prenaient avant 1000 francs pour acheter un truc qui coûte 1000 francs, et que la même chose est devenue 2500 par exemple, il va récupérer ces 2500 pour avoir le même bien là. En prenant 2500 à la banque, c'est celui qui a pris plus d'argent qu'il en faut. Alors si la banque à laquelle il a pris cet argent-là n'arrive pas à couvrir le trou qui a été créé, il va s'en suivre nécessairement, d'accord, un manque de liquidité au niveau de cette banque-là. Donc il y a tous ces facteurs-là qu'on peut expliquer. D'accord? Voilà. La solution se trouve à la Banque centrale. C'est dans un État, chacun a son rôle à jouer. La Banque centrale, c'est l'autorité monétaire. C'est qui pilote la politique monétaire du pays. D'accord? Au niveau du trésor ou bien au niveau du budget, ça c'est la politique budgétaire qu'on peut voir, comment l'État dépense et tout. Parce que c'est des incidences par rapport à la monnaie. Au niveau de la politique monétaire, la Banque centrale doit faire en sorte que le besoin d'argent pour faire face aux besoins des biens et services en circulation soit respecté. Lorsqu'il y a un déficit de liquidité au niveau des banques pour faire face à l'engagement de ces banques primaires vis-à-vis de leur clientèle, la Banque centrale doit automatiquement prendre le devant et trouver la solution à cela. Ne serait-ce qu'en mettant à la disposition de ces banques-là les réserves obligatoires que celles-ci leur ont données de par la loi. Ça, c'est un. Il revient aussi à la Banque centrale, si elle n'a pas la capacité d'avoir la même mise sur cette réserve obligatoire-là, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut aussi émettre la monnaie. En fait, l'émission de la monnaie, si elle est faite sans contrepartie, c'est ça le danger. C'est-à-dire, il faut qu'elle insiste sur le fait que les gens rapatrient les devises chez nous. Chaque dollar qui va rentrer, c'est de la monnaie guinéenne qui va être créée. Et vous voyez un peu cela. Mais s'il n'y a pas d'entrée de devises, alors il faut se référer à la réserve de devises qu'on a. D'accord? Donc, le fait d'avoir des réserves de devises là, on va réduire ces devises-là en les transformant, d'accord, en monnaie locale. Cela peut aussi engendrer une masse plus importante, d'accord, de monnaie franc guinéen sur le marché. D'accord? Mieux que ça aussi, vous savez, l'économie c'est un tout. On a les marchés monétaires, on a les marchés financiers. Les marchés monétaires sont représentés par les banques commerciales qu'on a ici. Il y a aussi les marchés financiers. D'accord? Les marchés financiers là, c'est des marchés sur lesquels on peut aller s'endetter à long terme. D'accord? Donc cet endettement va nous permettre d'avoir de l'argent qu'on va mettre la circulation au niveau du marché monétaire pour que les agents puissent faire ce qu'ils ont à faire. Et ça va aider l'économie. En n'oubliant pas que la monnaie, c'est le sang de l'économie. Quand le sang manque dans l'économie est bloquée. Rien ne peut aller. C'est des maux de tête, c'est des maux de dents, c'est des maux de corps. Et à la fin de compte, c'est la disparition. Il faut vraiment éviter cela. Donc, il revient à la Banque centrale, de par ces mécanismes, ces outils de politique économique et monétaire, d'agir. Il revient aussi à l'État, par rapport à sa politique budgétaire, de réduire les dépenses publiques. C'est-à-dire s'il y a une concurrence entre moi, M. Barry, qui est mon compte à la banque, Ecobank par exemple, et l'État guinéen, d'accord, qui dans le cas de grands travaux d'infrastructure, on est en concurrence par une quantité de monnaie bien déterminée là, c'est moi qui vais souffrir. Et si moi je souffre, il y a un problème. Il y a un point qui va se poser. Il y a de la frustration qui va naître. Il faut éviter cela. Mieux que ça, il faut que l'élément judiciaire aussi intervienne. Il faut que l'élément judiciaire intervienne. Il faut créer la confiance en la justice. En disant aux gens,
même si tu as un problème avec la justice, ce n'est pas quand on va se jeter sur ton compte bancaire pour bloquer tes fonds, pour les... Non, ce n'est pas comme ça que va se passer. Hein, d'accord, le fait de secret bancaire là doit être vraiment respecté. Lorsque les gens qui ont tendance à ouvrir des comptes dans les banques voient que leur montant est mis sur la place publique à tout moment, ils ont des problèmes. Ils peuvent douter un peu plus par rapport à cela. Donc, demander à la Banque centrale d'émettre un peu de nouveaux billets ou bien demander à la Banque centrale de faire ce qu'il y a à faire, d'accord, pour rehausser le niveau des liquidités, d'accord, sur le marché. Mieux que ça aussi. Vous savez, il fut un temps, la Guinée avait beaucoup d'entrées d'argent de l'extérieur. Est-ce que vous voyez un peu cela? Ces entrées d'argent de l'extérieur-là se font sur la base d'un certain nombre de conventions qu'on signe avec ces pays étrangers, bien ces institutions étrangères. Donc, notamment les institutions de Bretton Woods. D'accord? Il faut inciter ces gens-là à financer vraiment notre économie. Avec la Banque centrale, avec par exemple la Banque mondiale, c'est les infrastructures, mais avec le Fonds monétaire, c'est la trésorerie, c'est le budget qui est financé. Si le Fonds monétaire s'est retiré, d'accord, par rapport à 100% ce qu'on aurait dû faire, on aura nécessairement des points de liquidité qui vont se poser. Voilà ce qu'on peut dire à ce niveau. Donc, renouer avec l'institution de Bretton Woods, créer la confiance entre les agences économiques et leurs banques, faciliter pour les banques l'accès aux réserves obligatoires aux besoins et sans délai, d'accord, voire même demander à l'État, en cas de besoin, d'émettre des bons du trésor, par exemple. En émettant ces bons du trésor, ceux qui ont de l'argent gardé vont les envoyer à la banque pour acheter ces bons du trésor-là. L'argent amené à la banque-là, ça renfloue les caisses de ces banques-là. Donc ça crée une situation où le problème de liquidité va vraiment s'atténuer. Vous l'avez déjà suivi avec nous, une très longue interview, il faut le rappeler. Kerno, l'économiste Kerno Abdoulaye Bari, qui évoquait les raisons d'abord cette problématique et quelques solutions. Il y a également, on l'a écouté, problèmes juridiques, frustration, tension, manque de confiance, facteurs structurels, notamment le non-renouvellement du stock, fiscalité, solde élevé, en tout cas des acteurs qui fuient carrément les fiscs, donc ce qui peut aussi créer, selon l'économiste, un manque de disponibilité. Les réserves obligatoires, il a expliqué, 2 tiers vont déjà à la Banque centrale, 1 tiers qui reste dans les banques primaires. Donc aujourd'hui, la Banque centrale doit en tout cas refinancer tout ce qui est processus au système bancaire en République de Guinée. Il part également de ses travaux sur fonds propres, le BND aussi qui engrange beaucoup, qui prend beaucoup dans les banques, il faut le dire. Mais il insiste sur un fait, c'est encourager la bancarisation, éviter que les citoyens ne laissent l'argent à la maison. Ah oui, justement, il a évoqué plusieurs points, des points très essentiels. Je voudrais commencer d'abord par, disons, cette dette intérieure, puisque c'était quand même l'élément déclencheur de tout cela. Vous vous rappelez de ces 5 000 milliards que l'État avait mobilisés au niveau interne. Et vous vous rappelez que le paiement de cette dette avait suscité une vive inquiétude au niveau des entrepreneurs guinéens. Et je crois que le déficit de confiance est né à partir de là. Et jusqu'à présent, je pense que l'État n'a pas pu s'acquitter de son devoir vis-à-vis de ces entrepreneurs-là. Donc ça, c'est un élément très fondamental qu'il fallait souligner. Il en a rappelé, ce sont les réserves obligatoires. Alors, jusque-là, dans tous les États, si on n'est pas arrivé à une crise absolument aiguë, il est interdit à la Banque centrale de pouvoir toucher à ces réserves obligatoires. Or, chez nous ici, je crois que ça a été quand même une erreur de la part de la BCRG de pouvoir de sitôt procéder justement à l'utilisation de ces réserves obligatoires qu'avait justement, ça c'est au regard de la loi que les banques primaires ont dit justement déposer au niveau de la BCRG. Finalement, on a utilisé ces réserves obligatoires-là. Les banques primaires ne peuvent plus aller vers ces réserves obligatoires-là. Or, je crois que les économistes sont tous unanimes que c'est à des situations absolument extrêmes, à des contraintes budgétaires absolument, disons, pressantes, que la BCRG devrait pouvoir faire face à ces réserves obligatoires-là, ou tout au plus faire face ou tourner le dos vers, disons,
les aides extérieures. Donc finalement, ça n'a pas été le cas. Je crois que ça a été précipité. Je crois que ça peut être un élément, il a rappelé, qui pourrait par ailleurs expliquer ce manque de liquidité. Autre fait, c'est la thésaurisation. Les guichets parallèles qu'on a essayé de créer, je crois que ça ne date pas d'aujourd'hui. Au niveau de Madina, par exemple, nous avons des banques aussi physiques qui existent là-bas où les uns et les autres n'ont jusqu'à présent pas accepté de pouvoir respecter le circuit normal. Il a appelé aussi la contrainte aussi, ou disons la peur qui anime ces acteurs politiques-là, c'est parce que tout simplement le cadre juridique n'est pas assez clair, donc ce qui pourrait justement décourager les uns et les autres d'aller déposer tous les argent au niveau des banques. Au cas où ces cas paraissent se présenter, je crois qu'ils n'auront pas, disons, ils n'auront pas accès, et bien finalement ils n'auront pas l'argument juridique qu'il faut aussi pour pouvoir, disons, interpeller l'État à ce niveau-là. Donc ça veut dire que c'est un problème, un tas de problèmes aujourd'hui qui se posent au niveau de notre économie, notre système bancaire, mais aussi notre économie nationale, parce que de toute évidence aujourd'hui, en dépit de toutes les mesures que la BCRG a dû entreprendre, notamment l'émission de ces nouveaux billets de banque, je crois qu'on avait appelé aussi à l'émission éventuelle du nouveau billet de banque de 10 000 francs, de 10 000 francs guinéens, et je pense que nous assistons déjà à l'émission aussi de petites coupures, petites coupures de 500, 2 000 francs, nous sommes en train de voir ça sur les marchés. Tout cela, c'était pour répondre à ces besoins-là qui deviennent de plus en plus pressants au niveau de notre pays ici. Alors, c'est à se demander jusque-là, puisqu'il a rappelé la monnaie constitue ce que le sang constitue dans l'organisme humain. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, ce n'est secret pour personne, il n'y a pas de liquidité au niveau de banque. Il n'y a pas d'argent. Et ils sont tous unanimes que, effectivement, que la crise, elle est générale. Elle est générale, et je pense que c'est assez quand même ahérissant que vous puissiez déposer votre argent au niveau de la banque et qu'au retour, quand vous avez un besoin, disons, pressant, vous partez vers la banque et qu'on vous dise que vous n'avez pas d'argent. Je crois qu'il nous-mêmes, il s'est posé la question à quoi représenterait. Ou que vous ne pouvez pas retirer ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Vous avez besoin de 100 millions. On vous dit non, 100 millions c'est trop, on peut vous donner 10 millions. 10 millions. Et je crois que c'est quand même quelque chose dont il faille carrément essayer de corriger. Il a dit ici, la Banque centrale peut justement corriger cela. Je crois que la première chose d'abord, c'est la confiance. Et je pense que de toutes les analyses que nous avons pu suivre ce dernier temps, tout le monde est unanime qu'aujourd'hui, la confiance s'est érodée entre les banques primaires et la banque centrale. Et je crois que c'est un élément aujourd'hui qui a accentué cette crise-là. Et je pense qu'il appartient aux autorités, notamment le gouverneur de la BCRG, de prendre le taureau par les cornes, d'aller vers ces banques primaires-là, de créer ces cadres de dialogue-là pour qu'ils puissent ensemble pouvoir trouver la solution. On ne peut pas trouver la solution, disons, seul, parce que c'est un processus qui inclut effectivement tous les acteurs aujourd'hui. Et je pense que c'est ce qui expliquerait cette situation. Et c'est à se demander effectivement qu'est-ce qu'on est en train de faire, puisque il n'y a pas une communication officielle. C'est le blackout total. Justement, pouvant nous dire effectivement où en est-on, comment on est arrivé là et qu'est-ce qu'on est en train de faire pour pouvoir, disons, endiguer ce phénomène-là. Parce que quand ça continue comme ça, c'est la consommation qui va diminuer. Et bien finalement, il a rappelé ici, il y a l'inflation qui nous guette. Et il y a certains économistes qui parlent de la déflation. Et je pense que l'inflation, en pareille circonstance, est beaucoup plus préférable que la déflation, puisque la déflation, ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, même si vous avez de l'argent, vous aurez du mal effectivement à acheter vos besoins primaires, et quand ça continue comme ça, ça va carrément justement baisser, disons, le circuit normal de notre économie, et conséquence, nous allons nous diriger tout droit vers une récession économique. Et je crois que c'est ce qu'il faut nous éviter de maintenant. Et seule la BCRG, à travers ses responsables, peuvent justement aller vers les banques primaires, essayer de renaître la confiance et justement ensemble trouver la solution qui s'impose aujourd'hui. Comme l'a dit l'économiste Kerno Abdoulaye, tout à l'heure Abdoulaye Bari, qui nous disait qu'il faut aussi également réduire les dépenses publiques. C'est quand même la solution la plus plausible pour l'instant, réduire les dépenses publiques et essayer de tout faire pour que notre économie soit financée par des institutions de Bretton Woods et surtout émettre les bons de trésor. Là, je reste quand même sceptique
sur les bons de trésor. Je ne suis pas économiste, mais là, je reste sceptique, hein, parce que là aussi, il y a des risques. Non, absolument, il y a des risques aujourd'hui. Vous savez, le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, les banques primaires ont la compétence de mettre les billets, c'est-à-dire que la monnaie en papier que nous appelons justement les chèques et tout ce qui s'ensuit. Mais la monnaie scripturale, je crois que cela relève de la compétence de la BC, de la BCRG. Donc ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, il y a une nécessité absolue qu'il y ait ce qu'on appelle une synergie d'action entre les institutions bancaires, notamment entre la banque mère et les autres banques primaires, pour qu'ensemble qu'ils puissent trouver justement la solution. Maintenant, les bons de trésor public, ça a été toujours un recours pour les États en pareille circonstances. Est-ce que on aurait dû commencer par là avant qu'on en arrive à ce stade-là? Est-ce que c'est trop tard parce qu'on nous apprenait qu'effectivement que normalement la BCRG aurait dû passer par là avant d'abord de toucher à ces réserves obligatoires-là. Parce que dès l'instant que ces réserves obligatoires sont touchées, ça veut dire tout simplement que l'intérêt ou les intérêts de ces banques primaires sont touchés et ça va justement impacter leur bon fonctionnement. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, naturellement, le bon fonctionnement de ces banques primaires sont touchés. Et je pense que aujourd'hui, la solution doit pouvoir venir de la BCRG. Vous avez rappelé au niveau du BNP, du BND, le budget national du développement, qui aujourd'hui constitue le vecteur, disons, essentiel pour l'investissement dans notre pays ici. Les banques, les institutions de Bretton Woods, ça patrouille en ce qui concerne la levée de fonds. Et je crois que le contexte international aussi en dit long assez sur avec tout ce qui se passe dans le monde. Avec tout ce qui se passe dans le monde, nous voyons au niveau des États-Unis, à travers un certain nombre de dons, un certain nombre d'investissements, des programmes que les États-Unis accordés au niveau des États africains qui est complètement coupé aujourd'hui. Donc, il faut trouver justement des solutions parallèles. Je crois que les solutions parallèles, c'était de faire peut-être de s'accentuer autour de ce budget national de développement. Mais nous savons tous, au regard de ces infrastructures d'envergure qui sont enclenchées dans notre pays ici, il est impossible qu'on puisse justement exclusivement nous contenter au budget national de développement. Et conséquence aujourd'hui, c'est que naturellement, il y aura de manque de liquidité parce que tout simplement, à un moment donné, ici, il y avait certains économistes qui parlaient aussi de manque justement de devises dans notre pays ici. Or, l'économiste l'a rappelé ici, la création de la monnaie locale dépend justement de l'entrée de ces devises-là. Alors, si nous n'avons pas de devises, ça veut dire tout simplement que ça va être contre-productif de créer ou d'émettre de nouveaux billets. Conséquence que si nous continuons, en contrepartie, il n'y a pas de production, il y aura naturellement une inflation. Je crois que personne ne le souhaite en pareille circonstance. Des interrogations se multiplient et nous peut-être attendons toujours, pourquoi pas cette sortie communication officielle des autorités du pays pour en savoir davantage sur ce problème. Les économistes alertent, des propositions de solutions ne cessent d'ailleurs pas. C'est pourquoi nous tenons tellement à ce sujet. Nous allons suivre l'évolution de ce côté et pourquoi pas revenir sur ce sujet courant la semaine si tout se passe bien. Nous prenons donc la direction de la Côte d'Ivoire où le PDCI RDA, parti dirigé par Tidjane Thiam, reste ferme sur sa décision. Il exige la réintégration de son candidat sur la liste électorale définitive publiée il y a quelques jours. Une marche pacifique a réuni la semaine dernière plusieurs milliers de militants dans le centre-ville de la commune de Cocody à Abidjan pour réclamer non seulement la réintégration de leur leader, mais aussi des réformes électorales. Yaya Diallo, rien n'est encore fait en Côte d'Ivoire. On a l'impression que le PDCI veut coûte que coûte, vaille que vaille, présenter son candidat. Justement, le PDCI qui ne semble pas avoir notre plan autre que le plan Thiam, on a décidé justement de descendre dans la rue et de manifester pacifiquement. Il faut le rappeler, c'était une manifestation pacifique. On n'a pas constaté de dérapage dans le cadre de l'organisation de cette manifestation. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est une manifestation qui intervient dans un contexte d'une tension politique absolument croissante au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que Tidjane Thiam mène le combat à distance parce que depuis plus de 3 mois, il n'est plus en Côte d'Ivoire. Et nous avons appris à travers le secrétaire administratif du parti que Tidjane Thiam justement craint
de sa sécurité, ce qui explique effectivement cette distance, disons, cet éloignement. Alors, est-ce que Tidiane va continuer à distance de mener ce combat alors qu'il y a la montre il y a la course à la montre qu'il faut le rappeler. C'est en octobre. Hein. Justement, c'est en octobre, et donc le 25 octobre prochain, alors il y a des réglages dont il faut faire. Alors, c'est vrai que au niveau de l'opposition ivoirienne, ils sont tous unanimes. C'est vrai que il y a certains parmi eux qui privilégient le dialogue, qui demandent le dialogue, mais qui n'obtiennent absolument pas, disons, une réponse favorable. Comme l'Alliance CAP, non? Justement, oui. La coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, qui a en son sein le PDC lui-même, le COGEP de Charles Blé Goudé, le Front populaire ivoirien de Pascal Affinguessan. Il y a aussi le parti de l'ancienne première dame Simone Bagbo. Donc, c'est un ensemble aujourd'hui de partis politiques qui exigent un dialogue, mais aussi la révision, disons, de la liste électorale. Mais pourquoi pas aussi une réforme au niveau de la CENI, qu'elle considère déjà une CENI partiale et qui, justement, est à la solde du pouvoir au niveau de la Côte d'Ivoire. Alors, c'est pour autant dire qu'aujourd'hui, il y a justement un tas de problèmes qui se posent au niveau de la classe, de l'échiquier politique ivoirien. Il y a Bagbo, qui tout récemment, à l'occasion des meetings, qui a quand même haussé le ton, qui a dit au pouvoir, je crois qu'il s'adressait au pouvoir en place, si vous voulez la pagaille, on va pagailler. Donc c'était les propos de Rambago, donc ça en dit long assez. Et je pense qu'aujourd'hui, il est absolument nécessaire. Je crois que cela, il va dans le cadre des recommandations même de l'Union africaine, pourquoi pas même de la CEDEAO, qui exigeait ou qui demandait tout au plus au pouvoir en place d'ouvrir un cadre de dialogue, puis pouvait justement inclure tous les acteurs aujourd'hui qui sont puisque exclus. Les plus grandes guerres se sont quand même résolues autour de la table. Justement, mais ce qui est quand même assez enrichant, c'est que au niveau de la majorité présidentielle, on dit qu'on n'en a plus besoin. Le dialogue, on l'a fait en 2022. Il n'y a pas une nécessité de pouvoir dialoguer maintenant en ce qui concerne la révision de la liste électorale, puisque c'est le point focal. Oui. C'est l'exigence principale de ces partis politiques-là. On a dit que c'est déjà clos. On n'y reviendra plus. Donc, en ce qui concerne la révision de cette liste électorale-là, je crois que c'était la seule option qui pouvait permettre à ces acteurs exclus-là de pouvoir réintégrer justement la liste électorale. Donc, faute de quoi, ils ne sont ni électeurs ni éligibles au niveau de la Côte d'Ivoire. Je crois que la CENI, en ce qui concerne la réforme aussi, je crois qu'ils sont assez clairs. Le porte-parole du RHDP l'a rappelé, on n'en a plus besoin. Pour eux, la CENI, elle a en son sein tout ce qu'il faut aujourd'hui pour pouvoir organiser des élections libres et transparentes. Alors, je pense qu'aujourd'hui, la situation au niveau de la Côte d'Ivoire devient de plus en plus préoccupante, tant au niveau sous-régional, mais aussi au niveau continental. Parce qu'il y a eu quand même, on nous apprend que des tractations sont en cours qui consistaient à rappeler le président Ouattara à l'ordre au regard du passé politique de la Côte d'Ivoire, au regard aussi des enjeux politiques aujourd'hui qui se profilent à l'horizon, mais aussi disons, l'envergure ou le poids politique que représentent aujourd'hui ces acteurs qui sont exclus de la course à la présidentielle. Nous connaissons très bien la réalité sociologique au niveau de la Côte d'Ivoire et les discours aujourd'hui commencent à se radicaliser au sein de la classe politique. Nous avons suivi tout récemment aussi Guillaume Soro aussi qui avait justement indiqué que tout ce qui est en train d'être fait aujourd'hui consiste à ce que justement, selon lui, le clan Ouattara puisse s'éterniser au pouvoir. Et je pense que ce sont justement des discours prémonitoires et qui peuvent effectivement, dans les jours ou les mois à venir, justement, qui peuvent se traduire par des actes qu'on ne souhaite pas. Qu'on ne souhaite pas pour la Côte d'Ivoire. Si on se rappelle déjà des événements de 2010, les élections qui ont conduit Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Conteste oblige Yaya Diallo. Il faut le rappeler, pour l'heure, Alassane Ouattara, qui ne s'est toujours pas prononcé sur sa candidature, oui ou non à la prochaine présidentielle. Premier facteur. Deuxième facteur, s'il venait à le faire, aujourd'hui, qui n'aurait aucun adversaire en face.
Ça, c'est le deuxième facteur. Le troisième facteur, c'est que les principales figures exclues, comme disent les acteurs politiques ivoiriens, ont été quand même exclues selon les textes de loi. Donc pas directement un affront, mais quand même partant des textes de loi qui, d'une part, on peut donner comme raison à la mouvance présidentielle, même si aujourd'hui le contexte oblige, le contexte impose un dialogue. Mais est-ce qu'il faut encore y croire? Et pour le PDCI, et pour les autres partis, on parle de Charles Blé Goudé, on parle de Guillaume Soro, on parle de Simone Gbagbo, Laurent Gbagbo lui-même. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut espérer voir un Tidiane Kam sur une liste électorale au sortir d'un dialogue, d'un cadre de dialogue qui pourrait aussi éventuellement chambouler tout le chronogramme électoral ivoirien et pourquoi pas conduire à un report de cette présidentielle. Il y a aussi ce facteur qu'il ne faille pas négliger. Justement, je crois que pour répondre à cette question, il y a le porte-parole du RHDP, Youmani, qui a rappelé ce facteur-là. Pour lui, aujourd'hui, l'intention de l'opposition ivoirienne consiste justement à entraver le processus qui est déjà enclenché, éventuellement appeler à une transition politique au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc pour lui, tout ce qui est en train d'être fait aujourd'hui consiste justement à ne pas permettre à ce processus électoral d'aller, disons, jusqu'au bout, éventuellement permettre à l'élection d'un président au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc pour lui, ce sont des manœuvres qui consistent à empêcher l'évolution des choses au niveau de la Côte d'Ivoire. Alors c'est à se demander s'il y aura dialogue. Est-ce que, puisqu'il y aura quand même un l'ordre du jour qui va être défini, le TDR pour ainsi dire, est-ce qu'on va, au niveau de la mouvance, on acceptera qu'on essaie d'inclure, puisque ce sont les principales revendications de l'opposition, d'inclure toutes ces exigences-là au niveau de ce TDR-là, éventuellement ouvrir disons, un couloir de discussion et éventuellement en tenir compte de ces revendications-là. Je crois que ça va être quelque chose de très salutaire, parce que c'est sur cette façon-là qu'on pourra justement désamorcer la crise. Maintenant, au niveau de la classe politique, je crois qu'aujourd'hui, vous l'avez rappelé, c'est le droit, et c'est au nom du droit, en ce qui concerne par exemple le cas de Tidiane Thiam, à la décharge du pouvoir de Ouattara, parce que le code de la citoyenneté a été élaboré il y a de cela plus de 30 ans, 40 ans. Donc on ne peut pas dire que c'est un code taillé sur mesure et qui ne visait qu'un opposant ou des opposants. Donc en ce qui concerne le cas de Laurent Gbagbo, c'est lié effectivement aux événements douloureux de 2010-2011. Donc lié au braquage de la BCAO au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc je pense que c'est le même cas aussi pour Charles Blé Goudé. En ce qui concerne Guillaume Soro, je crois que ce sont des cas qui sont liés premièrement d'abord à des supposés détournements et blanchiment des capitaux, mais aussi une atteinte à la sûreté de l'État, tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Donc ce sont des cas aujourd'hui qui s'entremêlent, mais je pense que l'histoire l'a toujours prouvé, à un certain niveau, au nom de la paix, quelquefois le droit peut s'effacer au profit de la politique. Est-ce que ça va être le cas au niveau de la Côte d'Ivoire, qu'on puisse privilégier justement l'intérêt général? L'intérêt général consiste aujourd'hui à ce qu'on puisse permettre effectivement à ces acteurs politiques-là de pouvoir d'une manière ou d'une autre participer à ces élections-là pour que la compétition puisse être une compétition inclusive, transparente et participative. Je crois que c'est en cela que justement toutes les pressions-là vont être justement apaisées, éventuellement éviter à la Côte d'Ivoire le passé douloureux qu'elle a connu. Qu'elle a connu. Un autre scénario qui pourrait se tenir, c'est que le président Ouattara accepte de faire une sortie ou fasse une sortie dans les jours, semaines à venir pour dire qu'il ne sera pas candidat, le RHDP qui va présenter certains candidats, ce qui pourrait éventuellement calmer les ardeurs en Côte d'Ivoire. Oui, en partie. Il y a beaucoup d'observateurs qui pensent qu'il tâtait le terrain, il balisait le terrain peut-être pour lui ou peut-être pour son dauphin, qui n'est pas révélé d'abord, parce qu'il y a plusieurs prétendants au niveau du RHDP. C'est vrai qu'il garde le flou, parce que je crois que suite à une interview qu'il avait accordée les mois passés, il avait dit vouloir continuer justement ses projets. Il avait dit être apte à continuer. Et c'est le cas avec tout ce que nous avons entendu sur son état de santé. La question reste posée aujourd'hui. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, au sein du RHDP, il y a plusieurs aujourd'hui candidats pour sa succession. Est-ce qu'il saura réunir tous
les acteurs, tous les mastodontes du RHDP autour d'un candidat sans qu'il y ait de frustration. La question reste posée aujourd'hui, mais de toute évidence aujourd'hui, tout semble indiquer qu'aujourd'hui, le terrain est balayé puisque en face, il n'y a pas un adversaire de taille, donc ce qui pourrait permettre, disons, à la mouvance, au RHDP, donc à la majorité présidentielle, de remporter les élections avec n'importe quel candidat. Bien, ce qui est déjà compris. La situation de ce côté qui évolue vivement, peut-être un dialogue national, peut-être, on le dit bien, peut-être une sortie du président Ouattara. En tout cas, les choses se compliquent de ce côté pour le PDCI RDA. La pause derrière, nous prendrons la direction, nous parlerons de cette actualité, ce conflit qui oppose l'Israël et l'Iran avec notre invité, Carlos Queteu. C'est tout à l'heure. Offrez à vos enfants de 13 à 17 ans l'opportunité de vivre des vacances mémorables avec nos colonies de vacances en Côte d'Ivoire et au Ghana, prévues du 14 juillet au 19 août 2025. Ils découvriront des cultures fascinantes, participeront à des activités enrichissantes telles que le sport, l'art et des excursions captivantes, tout en profitant d'une expérience exceptionnelle de cours d'anglais pendant leur séjour au Ghana. Avec un encadrement de qualité qui garantit leur sécurité et leur épanouissement, cette aventure unique est un tremplin vers leur développement personnel. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Une qualification pour la Coupe du Monde en 2026 vient rapidement au mois de mars. Ça va nous permettre, si ils arrivent à achever le stade du 28 septembre. Mais ça lui permettrait de se frotter à des très grands joueurs, l'un des meilleurs au monde.
Merci de nous retrouver. Si ça maintenant vous le faites dans la deuxième et dernière partie de cette émission, le scanner, nous sommes ensemble jusqu'au port de 10h30, temps universel. Merci de nous préférer. Et je l'ai tantôt dit sur l'ensemble de nos médias. Et on parle de cette autre actualité. Conflit Israël-Iran, les frappes s'intensifient des deux côtés et le bilan humain ne cesse de s'alourdir. Les inquiétudes grandissent tandis que des solutions de sortie des crises sont envisagées. Mais comment en est-on arrivé là? Carlos Queto, journaliste et spécialiste en géopolitique, est déjà au bout du fil. Carlos, bonjour, bienvenue une fois encore dans le scanner. Bonjour Kavi TV, bonjour à tous. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je suis à vous pour commenter un peu l'actualité géopolitique qui aujourd'hui reste très très tendue et que nous allons un peu voir comment cette nouvelle escalade géopolitique essaie de secouer un tout petit peu l'actualité mondiale. Et vous l'avez déjà rappelé, l'Israël qui ouvre le bal de ses frappes contre l'Iran. L'Iran qui réplique depuis des jours maintenant. Nous assistons à une escalade de violence avec un bilan humain très très important. Comment en est-on arrivé là, Carlos? Oui, merci pour ces informations. Vous savez que le monde connaît un tout petit peu aujourd'hui une véritable escalade sur le plan mondial parce que les guerres s'activent et s'éteignent. Et au niveau du conflit, au niveau de l'Israël et de l'Iran, laissez-moi planter le décor. Allez-y. La guerre a été déclenchée le 13 juin dernier, c'était vendredi 13, et c'était Israël qui a lancé l'opération qu'il appelle Rising Lion, qui a frappé les sites nucléaires, militaires et énergétiques en Iran, et en tuant des scientifiques, des hauts gradés, des laboratoires et des civils iraniens. Et en représailles, Tel Aviv l'Iran a riposté avec des missiles sur Tel Aviv et Haïfa, et jusqu'à ce 16 juin, qui cause également des morts et des blessés. Et ce sont des enjeux qui vraiment inquiètent aujourd'hui le monde entier, dans la mesure où de plus en plus il y a des impacts qui sont en train d'être constatés sur le plan au niveau de ces enjeux. D'abord, les enjeux, comme vous l'avez demandé, c'est que Israël, dans son escalade, cherche à neutraliser le programme nucléaire iranien et à briser le paradigme dissuasif. Vous savez que on reproche à l'Iran de développer des expériences nucléaires qui menacent le monde, non seulement le monde, mais directement Israël, puisque Israël est en conflit avec certains voisins immédiats et qui sont un peu la Syrie et qui sont soutenus par l'Iran. Donc ici, il s'agit d'un tournant très décisif politico-militaire qui constitue des frappes massives et coordonnées et envisage même de changer le régime potentiel de l'Iran. Ce sont des attaques qui ciblent des sites nucléaires et énergétiques stratégiques qui peuvent enfreindre même au droit international humanitaire, qui ont véritablement des conséquences. Si nous voulons planter aujourd'hui la situation où nous en sommes, le bilan est très lourd. Nous avons environ 224 Iraniens qui ont été tués et puis 390 Israéliens qui ont été blessés. Et au niveau du bilan également, nous avons des explosions et des tensions diplomatiques. Et la mobilisation est déjà arrivée au niveau de l'Union européenne, la réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères et la crainte d'une guerre régionale. Donc, vous voyez de plus en plus qu'on en est arrivé là, dans la mesure où Israël pense se protéger. D'abord, se protéger au niveau de l'appui que l'Iran porte à ses voisins immédiats et qui pourrait influer au niveau du Hezbollah, au niveau du Hamas sur la guerre que Israël mène déjà contre la Palestine et au niveau
la bande de Gaza, mais aussi pour essayer de neutraliser la puissance nucléaire que constitue l'Iran, et qui aussi n'est pas vue de bon œil par certaines puissances, dont les États-Unis, l'OTAN, si je veux dire ainsi, est constituée des États-Unis, la France, l'Angleterre et d'autres pays. Donc vous comprenez que ce sont les deux objectifs principaux que poursuit Israël en frappant l'Iran, qui aujourd'hui a riposté de façon vraiment très violente. Et nous sommes en train de voir le Moyen-Orient basculer dans une guerre régionale. Alors, nous savons que Hassan Nasrallah, l'ancien chef du Hezbollah, était directement ou indirectement lié à la République islamique d'Iran. Ismail Haniyeh, qui fut tué à Téhéran aussi, le chef, par ailleurs chef du Hamas aussi, était lié à l'Iran. Alors finalement, toutes ces menaces-là ont été éliminées directement par Israël. Est-ce qu'on peut dire par là que nous nous acheminons vers justement une confrontation qui consisterait à déstabiliser d'une manière ou d'une autre la République islamique d'Iran? Oui, c'est en fait l'objectif qui consiste à neutraliser la République d'Iran. Mais cela va être un peu difficile parce que vous savez que l'Iran aussi a des alliés, autant que Israël aussi a des alliés. Donc cela va entraîner naturellement un conflit qui aura un impact géopolitique mondiale qui va redistribuer les cartes au niveau des alliances. Vous savez que les États-Unis sont alliés historiques d'Israël. D'abord sous Joe Biden, où les États-Unis fournissaient un soutien militaire de près de 3,8 milliards par an de dollars, bien sûr, tout en appelant à limiter les pertes civiles. Et les positions américaines sont influencées par peut-être les positions iraniennes qui sont également bien protégées, mais il y a des lobbies pro-israéliens qui constituent des lobbies au niveau de l'Iran et au niveau de certains pays proches de l'Iran. Ce matin, j'écoutais encore au niveau des informations où l'Iran a exécuté quelqu'un qui est présenté comme un espion israélien, qui a donné des positions aux frappes israéliennes de pouvoir atteindre leur cible. Et puis d'autres personnes ont été arrêtées en Iran et qui vont passer au jugement sûrement et qui vont être passées à la peine de mort, à la guillotine, tout simplement parce que ces personnes sont considérées comme des espions israéliens. Ça veut dire que l'Iran aussi ne baisse pas les bras en ce qui concerne la vigilance face au climat de terreur que Israël est en train de mener contre ce pays. Mais je vous le dis, d'ailleurs, l'Iran aussi compte sur certains partenaires. La Russie est engagée avec l'Iran en Syrie, soutient discrètement Téhéran pour aussi affaiblir l'axe occidental. Vladimir Poutine, même s'il a une position ambiguë, il condamne certaines frappes, mais ne rompt ni avec Israël, ni avec l'Iran. Donc c'est une position équilibriste que Vladimir Poutine essaie de prendre, même si on sait qu'au niveau de ce qu'on appelle le sud global, les pays qui sont en opposition à l'OTAN, et ces pays ont un soutien ferme pour ne pas laisser une influence de l'Occident ou bien de l'OTAN prendre le dessus sur des enjeux géopolitiques actuels, notamment la guerre entre l'Ukraine et la Russie, et puis la guerre au niveau de Gaza. Également, il faut évoquer aussi le partenaire qui est un partenaire naturel de l'Iran, qui est la Chine, qui prend aujourd'hui la stabilité régionale pour sécuriser cet approvisionnement. Ça, c'est une question d'intérêt. Approvisionnement énergétique. Et la Chine a récemment proposé une médiation. Pékin se présente comme un acteur de nouvel ordre et multipolaire, constatant également l'unilatéralisme américain. Enfin, nous avons aussi les Nations Unies
qui aujourd'hui est affaibli, paralysé. Le Conseil de sécurité est bloqué par des droits de veto croisés qui minent aujourd'hui le droit international humanitaire. Donc, l'Iran peut être affaibli si l'Iran se laisse faire, mais les alliés et puis les impacts et les conséquences et les jeux d'alliance qui existent sur le plan international en matière de la géopolitique internationale risquent de créer un équilibre de terreur, si je peux l'appeler ainsi, et cette guerre qui est déclenchée de façon aussi inattendue peut encore prendre beaucoup plus de temps à pouvoir Carlos, vous avez cité tout à l'heure les grandes puissances, les alliés naturels, les alliés stratégiques, là, purement, vous nous plongez purement dans la géopolitique. Les États-Unis, alliés stratégiques de l'Israël, derrière certains observateurs parlent même d'une guerre par procuration, puisque Donald Trump a quand même menacé plusieurs fois l'Iran à travers ce projet nucléaire développé de ce côté. Vous avez de l'autre côté la Russie qui reste quand même un partenaire vu comme neutre entre les deux États, mais il y a la Chine qui est un partenaire direct à l'Iran. Donc géopolitiquement, c'est comme une guerre de deux nations qui peut aussi impacter les grandes puissances. On a suivi cette sortie de Donald Trump qui, quand même, disait chez nos confrères que les États-Unis pourraient être impliqués dans cette guerre, mais en attendant, il ouvre la porte, il laisse la porte à la médiation et donne cette tâche à Vladimir Poutine. Aujourd'hui, qu'est-ce que tout cela représente comme enjeu géopolitique ? Les enjeux géopolitiques de cette situation vont beaucoup plus dans le sens de l'équilibre au niveau du monde, parce que aujourd'hui certaines guerres qui sont en cours au niveau de l'Ukraine, au niveau de la Russie, et avec la Palestine et Gaza et tout, il y a une certaine, ce que je peux appeler l'hypocrisie de certaines puissances ou bien de certains grands hommes politiques qui donnent l'impression d'appeler à la paix, d'appeler à la médiation, à la résolution des conflits, qui au même moment ont des positions qui vont dans le sens à protéger des intérêts stratégiques. Et je peux le dire, au niveau de ce conflit, les États-Unis ont leur position, et parce que les États-Unis ont un soutien stratégique à Israël en interceptant des missiles iraniens avec des moyens américains et avertissement public via Donald Trump. Vous savez, cette histoire du Dôme d'Or. Le Dôme d'Or, c'est le dispositif américain qui a été positionné au niveau d'Israël pour empêcher les missiles iraniens de pouvoir atteindre les cibles israéliennes. Donc, vous voyez déjà que par rapport à cela, les États-Unis ont pris clairement position, même si les missiles iraniens ont une portée assez forte pour traverser ce dôme d'or-là et atteindre les cibles israéliennes. Il y a aussi les conflits d'objectifs internes. Vous savez que Donald Trump, il a posé le veto contre l'assassinat du guide suprême iranien. Normalement, il était programmé, prévu que le guide suprême soit liquidé pour que rapidement on puisse entendre, parce que c'est lui qui est général, c'est lui qui est la tête. Si on décapite le mouvement en assassinant le guide suprême, comme on a assassiné plusieurs autres stratèges, hommes influents de l'Iran pour fragiliser l'évolution de la situation des expériences nucléaires, là, on pourrait atteindre véritablement l'Iran et le neutraliser. Mais Donald Trump, qui a une certaine position ambiguë dans tous les sens sur sa gouvernance, a posé son veto et cela n'a pas été le cas. Donc certains élus appellent à intensifier l'appui militaire à Israël. Des élus américains. Et la diplomatie nucléaire américo-iranienne est aujourd'hui paralysée. Cela veut dire qu'il y a deux tendances, il y a deux portes de sortie. Sur le plan également diplomatique, vous savez, l'acteur diplomatique qui est proche de Téhéran a un traité stratégique signé en fin janvier dernier. Mais je veux parler de la Russie. Mais la Russie maintient des liens avec Israël qui retarde, par exemple, la fourniture des munitions, des armes comme les Su-35 à l'Iran. Donc, le positionnement critique
de la Russie aussi est un peu ambiguë parce que Moscou critique les frappes israéliennes, plaide pour le dialogue et pointe de jouer une certaine médiation. Donc les dangers sont multiples. Il y a des rivalités campées dans une nouvelle guerre froide et multipolaire. Washington face à une alliance Moscou-Téhéran. Vous comprenez? Et qui impacte les équilibres régionaux, les marchandages énergétiques, la diplomatie nucléaire et les sanctions. Donc voilà un peu l'enjeu qui va naturellement impacter et rebondir directement sur la géopolitique internationale parce que au moment où on commence par s'intéresser au conflit et à la guerre actuelle qui déclenche depuis le 13 juin dernier entre l'Israël et l'Iran, vous allez voir que on va commencer par voir s'estomper le conflit Russie-Ukraine. Ukraine qui commence déjà par fatiguer les gens parce qu'on fait des efforts de médiation un peu partout avec Donald Trump, avec l'OTAN, avec la Turquie, mais cela ne passe pas, les deux parties restent diamétralement opposés et n'arrivent pas à s'entendre. Donc on va essayer d'oublier un tout petit peu ce conflit-là pour s'intéresser aux enjeux géopolitiques et militaro et stratégiques du conflit entre l'Iran et Israël. Donc ces rivalités qui sont campées lance l'univers ou bien le monde aujourd'hui dans une nouvelle guerre froide, multipolaire, où des gens sont dans des tendances à pouvoir chercher la paix et au même moment, dans un contraste à continuer à fournir des armes à l'un ou à l'autre des protagonistes pour continuer à faire des essais nucléaires, des essais multidimensionnels dans le domaine militaire. Alors, les autorités iraniennes l'ont dit clairement, si l'Israël avait pu justement frapper avec des précisions sur un certain nombre de sites stratégiques, mais aussi ciblant certaines personnalités iraniennes, c'est parce que les renseignements ont été fournis par les États-Unis. Ça, c'est le premier élément à éclaircir. Au niveau de la région, par exemple, du Moyen-Orient, nous avons l'Irak aussi qui commence à hausser le ton, qui menace d'ailleurs même de porter plainte contre les États-Unis pour avoir violé leur espace aérien. Dites-nous, si rien n'est fait maintenant, comment la géopolitique va essayer de se redessiner au niveau de la sous-région même, quand on sait que la rivalité existe déjà entre l'Arabie Saoudite et l'Iran en ce qui concerne le conflit, disons, yéménite? Oui, je pense que vous avez raison. Ça serait un véritable coup de bascule vers un conflit multifront qui va impliquer la Syrie, l'Irak, le Liban, le Yémen et le réseau iranien. Offensive israélienne pourrait déclencher des réactions en chaîne, provoquant la fragilité de la stabilité post-2023 parce que vous savez qu'il y a eu un certain apaisement, une certaine accalmie depuis 2003 au niveau de la sous-région qui était embrasée et la Syrie s'est plus ou moins stabilisée avec la prise de pouvoir des rebelles qui ont chassé la famille et n'a plus une force d'agir. L'Irak reste fidèle à l'Iran dans cette position. Et puis le Liban qui est un allié avec le Hezbollah, un allié stratégique allié stratégique de l'Iran. Et puis le Yémen également qui aussi reste un allié très stratégique. Donc toute la sous-région est en train de basculer vers un conflit multifront qui va impliquer tous ces pays. Et quand la sous-région est embrasée, c'est que il y a aujourd'hui des gens qui tirent sur les ficelles par derrière. Il y a d'un côté les deux blocs, le bloc américain avec Donald Trump et ses alliés de l'OTAN, et à côté le bloc, disons, russe, qui est le sud global, qui passe entre-temps par les BRICS, où nous allons parler, bon ça c'est sur le plan nettement économique, mais qui ont une alliance stratégique à se soutenir. Je veux parler de la Chine, je veux parler également de la Russie, et puis je veux parler d'autres pays qui continuent de soutenir discrètement l'Iran. Donc la sous-région du Moyen-Orient va s'embraser, mais avec des appuis au niveau des deux blocs qui se regardent aujourd'hui en chaîne de faïence par rapport à la géopolitique internationale. Est-ce qu'il y a une véritable menace d'instabilité du Moyen-Orient à ce stade-ci?
il y a une véritable menace d'instabilité dans la mesure où jusqu'alors, on commence par constater que les appels qui se font vont dans le sens à calmer le jeu, à dire qu'il faut faire la paix, il faut arrêter de faire des alliances pour déstabiliser l'Iran. Mais quand si Israël, qui est dans une position offensive, Netanyahou, qui dans sa politique première est de neutraliser l'Iran, si il n'arrête pas, vous allez voir que tous les partisans qui aujourd'hui condamnent l'intervention d'Israël sur la Palestine avec les bombardements de la bande de Gaza et à perpétuité et puis à répétition. Tous ces pays qui essaient de condamner cela vont se repositionner contre Israël. Et quand ils se repositionnent contre Israël, qui reste fragilisé parce que Israël a ouvert aujourd'hui 2 fronts, à part le front palestinien, et il a également ouvert le front iranien. Donc, il sera plus ou moins fragile à être atteint par les autres pays de la sous-région qui soutiennent l'Iran. Et au même moment, et les autres ne vont pas se laisser faire. Et de l'autre côté, aujourd'hui, l'Angleterre déjà commence par mobiliser des avions de guerre pour soutenir Israël. Et il y a les États-Unis qui envoient des contre-missiles pour neutraliser les frappes iraniennes. Et il y a également la France qui pour l'instant n'a pas encore pris position, mais sûrement va essayer de prendre position pour soutenir Israël. Vous voyez que non seulement la sous-région sera impactée par cette nouvelle escalade militaire, mais ce sera aujourd'hui le monde qui est plus ou moins menacé par cette guerre et les conséquences seront catastrophiques pour le monde dans tous les domaines. Alors, beaucoup pensent que Israël à lui seul ou à elle seule ne pouvait pas déclencher toutes ces guerres-là. Il y a le Hezbollah de l'autre côté, bien que ces chefs, ont été éliminés, mais au niveau de la bande de Gaza, il y a justement ce qu'on qualifie par ailleurs de génocide qui s'opère là-bas. Alors, c'est vrai qu'à ce niveau-là, il y a eu, les discours changent au niveau international. Il y a d'autres qui commencent à prendre position sur ce qu'ils qualifient effectivement comme étant un crime contre l'humanité opéré par Israël. Et puis, patatras, c'est cette attaque directe contre Israël, puisque les Iraniens l'ont dit ici, ils ont été obligés justement de répondre face à ce qu'ils qualifient comme étant une provocation. Est-ce que de tout cela, on peut dire que l'Israël ne constitue qu'une couverture, mais derrière Israël, il y a naturellement les grandes puissances, notamment les États-Unis? Oui, c'est ce qu'on appelle la guerre de proximité, la guerre par procuration, la proxy war. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, Israël devient un peu la gâchette de l'Occident pour atteindre ces objectifs vis-à-vis de certains pays comme l'Iran. Parce que les États-Unis ont déjà eu à interpeller l'Iran sur ses expériences nucléaires, sur la production et le développement de son énergie nucléaire. Donc, étant donné que nous avons déjà cet antécédent qui fait jurisprudence, vous savez, on avait accusé Saddam Hussein à l'époque d'avoir détenu des armes nucléaires. On a bombardé l'Irak avec toutes les conséquences qu'on a connues et on n'a pas pu finalement retrouver ce qu'on reprochait à Saddam Hussein. De démontrer. Et ça fait jurisprudence. On continue d'accuser aujourd'hui l'ancien président George Bush et les États-Unis sur la destruction et le bombardement de l'Irak et l'exécution de Saddam Hussein. Donc, la communauté internationale est aujourd'hui très, très prudente sur cette question. Donc, on ne veut pas également engager une guerre et avec toutes ces responsabilités, la responsabilité internationale, notamment de l'OTAN, à aller bombarder l'Iran parce que on pense que l'Iran détient des armes nucléaires. Donc, on veut passer par Israël qui reproche à l'Iran, comme je l'avais dit, de soutenir ses ennemis voisins qui sont là, et notamment le Yémen, la Syrie et les autres, pour pouvoir faire cette guerre de proximité et faire et assumer
porter le chapeau à Benjamin Netanyahu qui lui s'en fout éperdument et se moque éperdument du droit international humanitaire et de génocide, et il est accusé de tous les noms et par rapport à ses actions au niveau de la bande de Gaza, et il s'en fout. Donc on veut, l'Occident, à travers Donald Trump et les autres, veulent monter patte blanche en tentant de mettre un petit mouvement, en parlant de médiation, en parlant de dialogue, en décidant de façon indirecte de ne pas fournir des armes, mais mettre Israël en avant pour faire cette guerre proxy et permettre à Israël de neutraliser un peu Iran, qui constitue leur cible par procuration. Bien. Carlos Ketou, merci d'intervenir chez nous. Merci pour toutes ces analyses. Oui, justement, permettez-moi de toucher un peu cet aspect. Allez-y en 30 secondes, parce qu'on est pris par le temps. Voilà, c'est ça. Au niveau des droits humanitaires internationaux et des droits de l'homme, vous savez, il y a un danger de ciblage des civils. Les déplacements massifs, les répressions d'opinion, les violations accrues des conventions de Genève menacent des poursuites pour des crimes de guerre. Et vous verrez que même si Israël ou Netanyahou est mis en avant pour faire cette guerre, sa tête sera mise à prix quand on arrivera à établir le droit international humanitaire. Là, il faut faire très attention à cet aspect parce que la diplomatie internationale aujourd'hui est paralysée avec un vide juridique politique accentué. La communauté internationale, elle a l'application stricte du droit international humanitaire. Et ce droit sera rétabli pour mettre tout le monde devant ses responsabilités. Tout le monde devant ses responsabilités. Merci Carlos d'être intervenu chez nous. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes journaliste et spécialiste en géopolitique et avec vous, nous avons débattu de ce sujet très très important, cette actualité, le conflit Israël-Iran, ce que les enjeux géopolitiques. Merci à Diallo. Merci Abdallah, merci à tous. Merci aux équipes techniques, à la réalisation, à vous auditeurs et téléspectateurs. On se reprend demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité, avec d'autres acteurs sur le seul et l'unique média de développement en République de Guinée. Au revoir.